Donc, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un deuxième épisode d'A priori sur les ondes de Chiz 94.3. Nous sommes vos animateurs Justin et Caroline. Et aujourd'hui, nous recevons Frédéric Turcotte et Sarah-Maude Fauché pour nous parler de l'accès à l'information dans l'ère de l'instantané. Alors, est-ce que vous voudriez vous présenter un petit peu? Oui. Est-ce que tu veux commencer ou je commence? Tu peux commencer. Super. Mais moi, je m'appelle Frédéric. Je suis en deuxième année au Biapri. Je viens du Saguenay. Fait que ça se peut que l'accent, il slip out un peu. Je fais attention, là, mais je veux pas essayer de trop lancer dans les là. J'ai fait mes sciences humaines à Jonquière. C'est d'ailleurs là que moi et Sarah-Maude, on s'est rencontrés. Dans la vie au Biapri, je suis quand même pas pire impliquée, là. Pas juste dans tout ce qui est jeudi Biapri. Je suis VPcom, fait que tout ce qui est communication, tout ce qui est Facebook, Instagram, tout ça, LinkedIn, c'est moi qui s'en occupe. Malade. Mais j'étais aussi carreau du comité environnement l'année passée. Fait que, tu sais, je suis quand même une personne impliquée. Ouais. J'aime ça jaser, fait que merci de nous avoir aujourd'hui. Ben, salut tout le monde, moi c'est Sarah-Maude. Je suis en première année au bac en travail social. Je viens de la magnifique région de la Beauce, mais j'ai étudié au Saguenay, là, où est-ce que j'ai rencontré Fred. Moi, je suis pas impliquée au Biapri, mais on peut dire que je suis comme membre honoraire parce que ben, je manque rarement les parties puis je connais presque toutes les deuxièmes années. Puis sinon, est-ce que vous voudriez nous parler peut-être un peu plus de vos intérêts personnels? Puis en fait, qu'est-ce qui vous a amené à venir nous parler de ce fabuleux sujet-là aujourd'hui? Il faut savoir que je suis pas devenue VPcom juste pour pouvoir mettre ma face dans toutes les pauses du Biapri. C'est surtout parce que j'ai vraiment une passion pour l'info en général, puis c'est vraiment là-dedans que je veux aller plus tard. Là. C'est comme vraiment un de mes buts. Puis c'est aussi un sujet qui m'intéresse depuis assez longtemps. Genre même quand on était au cégep, on en parlait déjà, puis c'est quelque chose qui venait nous chercher quand même pas peur. J'ai aussi un bon screen time. Je pense que tout le monde le sait. Là, je passais quand même beaucoup d'heures sur les réseaux sociaux. Fait que c'est sûr que savoir comment ça fonctionne, puis pourquoi je suis autant addict, c'est une bonne façon pour moi de passer mon temps sur Internet. Puis je pense que ça vaut la peine d'en parler parce que, tu sais, ça fait partie de nos vies tout le temps, mais on n'en parle pas assez. Fait qu'on essaie de démystifier un peu là, tout ce qui entoure ça aujourd'hui. Oui, moi je pense que c'est aussi vraiment pertinent là, comme sujet parce qu'avec toutes les infos qu'on reçoit puis qu'on a accès de nos jours, c'est vraiment facile de voir seulement ce qu'on veut voir entre guillemets puis que tu sais on filtre des fois un peu trop ce qu'on veut pour se limiter seulement à ce qui nous fait plaisir. Moi c'est un phénomène qui me fait capoter là, ça me fascine vraiment parce que tu sais comme Fred a mentionné, ça fait partie de nos vies puis ça influence vraiment nos opinions. Fait que c'est vraiment important d'en jaser. Ben oui, tellement. Puis sinon ben on vous avait un peu genre dit la chose, mais comment vous vous connaissez en fait? Long story short, on s'est assises dans un cours de géographie, premier cours de géographie. C'était-tu avec Carl? Avec Carl, ouais. Shout out Carl. Session d'automne 2022, puis on est besties depuis là, fait que facile de même. Exact. Ah mais c'est super je suis vraiment contente de vous avoir parce que vous avez une super belle complicité. Je pense que c'est vraiment ça qui va faire foi de tout dans l'épisode. Ben oui, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Puis ben, pour rentrer directement dans le vif du sujet, pourquoi vous avez choisi ce sujet-là en particulier? C'est assez facile, là, tu sais. Je pense qu'on est on a quoi, toutes 20, 21 ans. Mm-hmm. On passe tout notre temps, genre, sur les réseaux, sur le fameux TikTok qu'on parle tout le temps. Je pense que, tu sais, il faudrait comprendre pourquoi. Faudrait passer plus de temps à comprendre pourquoi on est tellement addict à ces affaires-là, comment ça fonctionne. Puis je pense que ça serait une bonne façon pour nous de être capable de comme séparer notre vie normale de notre vie sur les réseaux en sachant comment ça fonctionne. Parce que tu sais, dès que tu sais comment quelque chose fonctionne, tu peux commencer à genre le disséquer un peu puis choisir comment tu fais ça. Mm-hmm. C'est plus facile de le naviguer aussi, j'imagine. Exactement. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on est là pour ça. Fantastique. Je pense que la première chose qu'on voulait vous parler, c'est vraiment la ligne du temps de l'accès à l'information. Je pense que c'est quelque chose qu'on avait fait un consensus là-dessus. Parce que je pense que c'est super important de savoir comment on s'est rendu où on est en ce moment. Parce que, tu sais, nous autres, on est nés en quoi, en 2004? Fait que, tu sais, en 2004, il y avait déjà... OK, excusez. Sorry. 2003, 2004. Puis on avait déjà, tu sais, tout ce qui était Internet et tout. Mais quand tu parles à tes parents, à tes grands-parents, à tes arrière-grands-parents, si tu as eu la chance de leur parler... C'est le néant. Exactement, tu sais, eux autres, ils sont pas nés avec ça, ils ont dû s'habituer. Fait que comment est-ce qu'on s'est rendu en 2025 à avoir genre Siri qui me parle puis qui me dit voici une recette de gâteau aux carottes. Ouais. Comment ça se passe? Puis là, on va remonter quand même assez loin parce que je pense que c'est important d'en parler. Puis il faut aussi savoir que pour le reste du podcast, c'est impossible de parler d'information puis de communication de l'information sans parler des médias en général. Fait que les social. Exactement. Fait que les deux sont vraiment genre liés ensemble. Puis quand je parle genre d'infos, tout le temps se rappeler que je parle aussi un peu des médias en même temps. Fait que là, si on se ramène loin, genre à l'an 6 ou 7 000 avant notre ère,
c'est vraiment une partie intégrante de l'expérience humaine parce qu'à ce moment-là, on va parler de tout ce qui est tradition orale. Donc, les traditions orales, on en parle encore de nos jours, surtout avec tout ce qui est tradition autochtone, par exemple. C'est vraiment comme ça que ça va se passer encore. Mais à l'époque, il n'y a pas d'autre façon de faire que ça. Donc, c'est sûr que quand l'écriture va être inventée, on va parler des années 3300, 3000 avant notre ère, surtout en Mésopotamie, là, comme on voit dans tous nos beaux cours d'histoire au secondaire. Ça va vraiment venir changer la façon qu'on faisait les choses, mais ça va surtout être utilisé pour des besoins administratifs. Fait que, tu sais, c'est moins... On va commencer à écrire des lettres, des livres, des journaux, tout ça. On va l'utiliser pour faire vraiment genre des tablettes où on écrit combien il y a de moutons et de chevaux à chaque personne. Des factures, des comptes. Exactement. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on va faire. Puis c'est sûr que ça va vraiment se développer surtout avec l'avènement de la presse écrite au 16e siècle. Puis là, quand on parle de l'avènement de la presse écrite, on va penser à Gutenberg, donc les premières presses, les premières imprimeries. Ça, c'est vers 1440 à peu près. Mais il faut savoir que les périodiques modernes sont apparus en France à partir de 1631. Donc, les presses écrites, c'est sûr qu'il était un petit peu plus difficile à gérer dans le temps, fait que c'était pas tout le monde qui avait accès à ça. Mais, fun fact, quand on va penser à autre chose que le monde de l'Ouest, si je peux dire ça comme ça, si on pense à la Chine, par exemple, les premières presses, ça remonte au 8e siècle. Donc, c'est quand même plus ancien que qu'est-ce qu'on va voir en Europe ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on en parle un peu moins parce qu'on est très centralisé sur tout ce qui est Europe. Mais c'est quand même important à savoir. Le premier périodique qui va être imprimé au monde, c'est un journal de 4 pages, puis ça s'appelle Relations. Il a été imprimé à Strasbourg par Jean Carolus en 1605. Donc, juste 4 pages, mais quand même 4 pages qui sont importantes. Ça a vraiment fait de nous qui nous sommes aujourd'hui. Faut savoir aussi que ce qui va vraiment venir stimuler la modification des journaux, c'est bien évidemment la Révolution française. Hein? Oui. On peut pas passer outre, c'est quand même assez important, parce que c'est là qu'on va voir l'avènement du journalisme moderne. Fait que c'est vraiment là que les gens ils vont commencer à s'exprimer, puis à vouloir tout mettre ça là, sur écrit. Puis on va parler d'un âge d'or de la presse écrite autour des années du 19e siècle puis du début du 20e siècle. Donc c'est vraiment à ce moment-là que tout le monde va commencer à avoir accès à ces informations-là. Puis au Québec, ça s'est développé comment, les médias? Comment c'est arrivé ici? Super bonne question, parce qu'encore une fois, on est concentré sur l'Europe, mais on vient d'Europe, techniquement, mais on n'est pas d'Europe. Fait que comment ça se passe au Québec? Les premières presses à imprimer, là, ils étaient interdites à l'époque de la Nouvelle-France. Oh my God. Fait que nous, on n'avait pas le droit d'avoir ça. Donc, effectivement, scandale. Faut savoir aussi que l'histoire de la presse écrite québécoise, elle va vraiment commencer au lendemain de la conquête britannique. Fait que, tu sais, il se passe des choses, les choses bougent, on commence à pouvoir avoir de la presse écrite ici. Le premier journal de l'histoire du Québec, c'est un hebdomadaire bilingue financé par le gouvernement. Et sa fonction principale, c'est de publier les ordonnances officielles. Donc, encore une fois, on revient, un petit flashback à la Mésopotamie, mais ça va pas être des affaires très intimes, très populaires. C'est vraiment plus pour dire, sois là, fais ça. C'est vraiment plus officiel comme ça. Puis il faut attendre le début du 19e siècle pour qu'on ait vraiment un début du parlementarisme qui favorise l'émergence d'une presse politique. Donc, à ce moment-là, c'est là qu'on va voir une croissance de la presse écrite. Ça va être très lent, mais ça va arriver quand même rapidement là, en considérant la technologie de l'époque. Puis il faut savoir que quelque chose qui vient ralentir tout ça, c'est bien évidemment les faibles taux de littératie de la population de la base canadienne et les coûts élevés de production. Hein, parce qu'à l'époque, ça coûte super cher de faire un petit journal. Donc, on se dit, s'il y a personne qui le lit, on va pas le faire. Ouais. Donc, à cet égard-là, la décennie des années 1840 à peu près, c'est vraiment un premier point tournant au Québec parce qu'il y avait vraiment été témoin de changements sociaux et d'innovations technologiques qui vont accroître le lectorat et qui vont réduire les coûts d'exploitation des imprimés. Donc, 1840, c'est vraiment une date clé, une date cible. Si on vous fait un petit test sur le podcast à la fin, rappelez-vous de 1840, c'est quand même assez important. Faut savoir aussi, à ce moment-là, c'est là qu'il va y avoir une véritable presse d'opinion. Je pense que maintenant, quand on pense aux journaux, on va surtout penser à la presse d'opinion. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment important de nos jours. Vraiment. Mais à l'époque, c'est vraiment là que ça va naître. Et c'est vraiment là qu'on va voir apparaître des titres qui vont permettre aux diverses factions politiques et religieuses et aussi aux divers groupes d'intérêt là, de pouvoir exposer leur agenda dans l'espace public. Puis là, si on rentre au 20e siècle, épeurant, on va parler des années 20. Et après ça, dans les années 40. Fait que ça, c'est aussi des dates assez clés. Parce que dans les années 20, on assiste à l'essor de la radio. Et dans les années 40, on assiste à l'essor de la télévision. Donc, pour nous, on peut pas imaginer une vie dans laquelle il y a pas de radio, pas de télévision. Mais à l'époque, c'est révolutionnaire.
Les deux, mais surtout la télévision, hein, comme on s'en doute, parce que c'est le fun d'entendre quelqu'un parler, comme avec un beau podcast. Ben oui. Mais c'est aussi le fun de voir des images quand on n'est pas habitué à voir ça. Ça va venir prendre progressivement la place de médias dominants. Donc, ça va vraiment devenir le média dominant à l'époque. Puis, ça va transformer à la fois tout ce qui est divertissement, donc comment on va se divertir dans la vie en général, mais aussi la façon dont l'information va être consommée. Les deux médias audiovisuels dont on vous parle, ils ont une portée universelle, ce qui est assez intéressant pour l'époque parce qu'on peut faire du contenu qui est pour tout le monde. Puis ils sont aussi immédiats, ce qui vient un peu changer la routine de on écrit un journal, ça prend une couple de jours avant que ça se publie, puis après ça, on peut l'envoyer dans le monde. Donc, on va tout le temps avoir des informations instantanées qui viennent nous rejoindre. Pour revenir au Québec, au Canada, hein, parce que là, on est un petit peu partout, la première station de radio francophone en Amérique du Nord, c'est CKAC, a été fondée par le journal La Presse, puis elle a diffusé régulièrement ses programmes à partir du 20 septembre 1922 à Montréal. Donc, 1922, on a déjà une radio là, ici au Canada, ici au Québec. Puis ça marque le début de la radio en français au Québec. Faut savoir aussi, on connaît Radio-Québec, connaît Radio-Canada. La toute première production de Radio-Québec, c'est en 1968. Donc, une petite quarantaine d'années après CKAC, mais quand même, c'était une émission qui était destinée aux écoles secondaires. Donc, on utilise déjà les médias, on utilise déjà la radio, la TV pour aller chercher les jeunes, comme on fait encore. Comme une fonction éducative, oui. C'est vraiment... Exactement. Fait que, on se retrouve, même si c'est 60 ans, 70 ans, on se retrouve encore là-dedans de nos jours. Radio-Québec, ça existe encore ou c'est juste moi qui ai pas... C'est-tu rendu Télé-Québec ou genre? Je pense que oui. Si je me trompe pas, là, parce que comme Télé-Québec, c'est l'équivalent, mettons, de Radio-Canada pour exactement. Fait que moi, je pense que oui, mais on peut me fact-check là-dessus. On prend des petites recherches là-dessus. Donc, au Canada, Radio-Canada va entrer en ondes à Montréal en 1952. Fait que Radio-Canada, c'est vraiment à Montréal que ça a commencé. Puis dans les années 60, on va avoir tout ce qui est télévision en noir et blanc qui va devenir la télévision couleur. Donc ça aussi, c'est un assez important changement. Vous avez sûrement déjà vu le clip de l'émission de TV où le gars clique des doigts et ça devient en couleur. Donc ça, c'est quand même assez impressionnant à voir. Puis je peux imaginer à l'époque, si j'ai genre 40 ans puis je suis née en 1920, que tout d'un coup, la couleur apparaît sur ma TV, que je savais même pas qu'une TV, ça existait il y a 10 ans. Je pense que je tweakerais un petit peu. Là. Ça ferait un petit peu malade pour moi. Comme l'annonce du iPhone 10. Ouais, exact. C'était fantastique. Oh my God. Quand on pense à la TV aussi, on va penser à un moment, à mon avis, même si on l'a pas vécu nous, on le sait. 1969, les premiers pas de l'homme sur la Lune. Ça va revenir un petit peu plus loin là, dans notre podcast, parce que j'en parle un petit peu par rapport à autre chose. Mais ça a été vu par des millions de personnes. Ça a été l'émission qui a été le plus vue là, à ce moment-là. Puis on peut comprendre pourquoi, parce que voir 3 dudes marcher sur la Lune, quand tu savais même pas qu'un jour tu allais pouvoir voir ça, puis marcher sur la Lune, c'est assez révolutionnaire, vraiment. 50 ans avant l'avion n'existait presque pas encore. Fait que... Exactement. Fait que c'est, encore une fois, quand même assez révolutionnaire. Puis là, on va arriver plus dans l'ère moderne, parce qu'on peut pas l'éviter, on est là. Mais faut savoir que la télévision de nos jours, elle joue encore un rôle déterminant. Je pense qu'on serait pas qui on est sans la télévision. Tout ce qui est culture, tout ce qui est divertissement, tout ce qui est info, ça passe par là. Mais là, en 1989, Tim Berners-Lee, il va inventer le World Wide Web, ou le WWW, hein, quelque chose qu'on connaît assez bien encore de nos jours. Puis ça va venir rendre Internet accessible au grand public. Donc, à ce moment-là, une autre révolution de la communication et de l'accès à l'information qui est super importante dans nos vies de tous les jours, fait qu'on va mettre l'accent là-dessus. Absolument. Oui. Dans cette lancée-là, justement, est-ce que vous pourriez nous parler de qu'est-ce que l'ère moderne, en fait, puis comment que... c'est le contexte de votre sujet en soi. Là, c'est vraiment l'information dans l'instantané, mais qu'est-ce que ça fait? Oui, absolument. Dans le fond, je vais commencer dans les années là, où Frédéric elle a terminé. Dans le fond, là, au départ, avant les médias sociaux tels que Facebook, Instagram qu'on connaît aujourd'hui, on pouvait s'informer là, à l'aide des journaux en ligne rendus possibles par Internet. On a surtout commencé là, à les retrouver aux alentours de la fin des années 90. Au départ, c'était principalement les grands éditeurs, les journaux les plus populaires qui avaient le budget nécessaire pour effectuer là, ce virage au numérique-là, parce que c'était vraiment, vraiment coûteux. C'était sûr que pour eux, c'était vraiment intéressant parce qu'au niveau du journal en ligne, il y a la facilité de l'accès en quelques clics, les textes sont plus courts, la lecture est plus rapide, puis il y a plusieurs liens cliquables qui peuvent nous conduire à d'autres niveaux d'information là, intéressants par rapport à ça. Ça doit coûter moins cher aussi. Pas besoin de publier, d'imprimer. Non, c'est ça, exactement.
Au début, c'était plus cher, mais au fil des années, là, c'était comme l'option la plus rentable, la plus rentable, exactement. Fait que ça, c'est la manière la plus classique qu'on retrouve aujourd'hui là, afin de bien s'informer. Puis depuis, il y a différents journaux ou sites officiels tels que, mettons, Radio-Canada en ligne qui se doivent d'être objectifs. Fait que ça, on va en reparler plus tard là, dans la notion de chambre d'écho. On peut maintenant passer à l'ère qu'on est la plus familière, celle des médias sociaux. On se le cachera pas, c'est pas mal sur ces applications-là là, qu'on retrouve la plupart de nos informations, que ça soit Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, plus encore. Mais d'où ça part, ça, les réseaux sociaux? Je vais faire un petit topo là, qui peut paraître redondant, mais c'est quand même nécessaire parce que ça va nous permettre de mieux comprendre là, comment l'accès à l'information a basculé au numérique. Fait qu'on a commencé à entendre parler des médias sociaux plus intensément au tournant du 21e siècle avec le premier de tous, 6 Degrees. Est-ce que vous savez c'est quoi? Non, moi, j'ai jamais entendu parler. Aucune idée. Non, parfait. Dans le fond, là, de base, c'était comme une plateforme de réseautage pour les étudiants d'université ou des high schools aux États-Unis et pour les milieux de travail. Fait qu'on peut dire que c'est comme l'ancêtre de LinkedIn. Je connais. Vous connaissez, parfait. Puis par la suite, là, on est arrivé avec Facebook en 2004, YouTube en 2005, Twitter, Instagram, puis finalement TikTok en 2016, le fameux TikTok. Qui s'appelait à l'époque Musical.ly. Exactement, on se rappelle. Puis dans le fond, ceci, il comporte quelques caractéristiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On peut commencer par les effets un peu plus positifs. Tu sais, c'est que c'est très accessible. Si on possède un téléphone ou un ordinateur, on a accès en 2 temps 3 mouvements à quelconque réseau social et à donc de l'information. Certains d'entre eux, selon les différents abonnements ou les sujets qui nous intéressent, abordent des enjeux des fois qu'on verrait même pas ou presque pas dans les médias traditionnels. Je suis certaine que ça vous est déjà arrivé là, d'entendre parler d'un enjeu sur TikTok ou Instagram ou quelques réseaux sociaux que vous en auriez jamais eu vent avec, mettons, Radio-Canada. Tellement, là, ça arrive tellement souvent, là, c'est fou. Presque tous les jours. C'est ça, exact. Ouais. Puis, en fait, tu sais, je veux dire, comme tu l'as dit, les réseaux sociaux, vraiment, ça change un peu comme, l'accès qu'on a vraiment à l'information. Puis, est-ce que, justement, tu sais, comment je pourrais dire ça? Est-ce qu'il y a une manière, justement, qu'on peut comme éviter ou, tu sais, qu'est-ce que ça fait comme effet de, tu sais, tout le monde va voir ces nouvelles sur les réseaux sociaux? Tu sais, comparé, mettons, à l'ancien temps où que les gens s'informaient dans les journaux, à la radio, est-ce que ça va changer notre rapport à l'actualité, je pourrais dire? On peut dire, dans le fond, je peux comme vous dire des petits inconvénients par rapport à ça. Dans le fond, là, c'est un peu avec cette facilité-là à l'information que les chambres d'écho entrent en jeu avec surtout la question des algorithmes. Tu sais, on le voit, mettons, je sais pas, l'autre jour, je parlais d'un hôtel avec une amie, puis là, par après, j'avais plein de pubs d'hôtels ou peu importe. Tu sais, les algorithmes, ça nous contrôle vraiment, vraiment beaucoup. Sinon, le fameux test du ballon chasseur. Je sais pas si tu as déjà essayé ça. Non. Là, on va parler de ballon chasseur, puis je le dis 3 fois, là, ballon chasseur, ballon chasseur, ballon chasseur. Ouvre YouTube dans à peu près 15 minutes, puis la première vidéo, ça va être un tutoriel comment jouer au ballon chasseur. OK, on va checker ça. Easy comme ça. On va revenir après la pause. Comme ça. 100%. Fait que c'est ça, tu sais, les algorithmes nous contrôlent beaucoup vis-à-vis, mettons, les médias plus traditionnels que la télévision, peu importe de quoi tu parles, tu verras pas nécessairement les algorithmes comme, mettons, sur les médias sociaux. Il y a aussi la notion, mettons, de, tu sais, des propos haineux, de l'intimidation, du deepfake, des informations trompeuses qu'on retrouverait jamais mais à la télévision ou mettons dans les journaux papier ou peu importe parce que tu sais c'est aussi difficile de comme laisser son opinion dans les commentaires ou peu importe comme que c'est facile de le faire sur Instagram ou Twitter ou Facebook ou peu importe. À la TV, il n'y a pas vraiment de commentaires non plus. Non, c'est ça. Non, c'est comme un peu tout le rapport qu'on a aux réseaux sociaux, tu sais, on n'a pas ça avec aucun autre média, c'est vraiment ça qui fait que c'est assez révolutionnaire, comme surtout à notre ère, c'est que genre, jamais tu peux avoir des propos comme ça, mettons, tu les écris pas dans le journal. Là. Non, c'est ça. Ça fonctionne pas de même. Tu peux en parler, mais les gens, ils n'auront pas un impact qu'ils l'ont écrit. Je connais du monde qui crie après la télé pendant les nouvelles, mais genre, ça n'a aucun impact. Exactement. C'est tout. C'est ça. C'est juste tannant. Et qui est nos grands-parents, peut-être, des fois. Pépé. Je les aime. Ouais. Big love. On peut aussi parler, là, mettons, du clickbait. Le but de ce concept-là, c'est de créer du contenu pour encourager la société à cliquer puis à consulter le plus possible avec des images là, intrigantes qui retiennent notre œil. Puis le but, c'est justement d'avoir l'attention rapidement. Mais souvent, l'information qui se trouve est fausse. Puis il faut quand même avoir un esprit critique de comme, OK, est-ce que cette information-là est vraie? Est-ce qu'elle est fausse? Fait que il faut comme. Mais surtout d'aujourd'hui, avec les hype et les intelligences artificielles de plus en plus. Là. Exactement, c'est vraiment difficile. C'est de plus en plus croyable. C'est ça, exact. Puis c'est ça, plus souvent qu'autrement, souvent c'est
c'est des sujets qui rejoignent la chambre d'écho là, dont on est sous l'emprise, mais ça, on va en parler plus tard. Et on peut aussi faire référence au rage bait, où tout est calculé là, dans le but de nous faire réagir, ce qu'on n'aurait jamais à la télévision. Ouais, tellement. Peu importe. C'est un exemple de rage bait pour le monde qui serait peut-être pas au courant de c'est quoi? Ben, ça arrive tellement souvent dans la vie. Oui. Moi, ce que je pourrais... Je sais pas si vous êtes d'accord, on s'en est parlé un petit peu avant. Ça va revenir aussi avec les chambres d'écho parce que tout tombe avec les chambres d'écho. Là. Comme vous pouvez voir, on n'arrête pas de le mentionner, mais c'est parce que c'est tellement un concept qui est important. Il y a une vidéo sur les internets d'un barista au Starbucks qui pleure dans le backstore et qui dit « Je me fais overwork ». Cette vidéo-là, elle est apparue il y a 4 ans à peu près, donc ça fait quand même assez longtemps que ça fait les tours de l'Internet. Mais à chaque 4 mois, elle va réapparaître sur le spotted Jonquière Quéneau. Là, tu te dis, comment est-ce qu'un barista du milieu du Minnesota a rapport avec Jonquière Quéneau? C'est parce que par-dessus, on va tout le temps écrire « Les jeunes, ils travaillent pas, ils chialent, ils veulent rien faire. Moi, dans mon temps, je me levais à 4 heures du matin, puis j'allais à la ferme, puis je travaillais 12 heures à la ferme. » Non, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment un type de rage bait qui va être fait. Puis c'est tout le temps pour genre inciter des réactions. Puis on veut des réactions, on veut des commentaires, puis on veut encourager la polarisation. Puis dans cette situation-là, c'est vraiment la polarisation genre des générations, mais il y a de la polarisation pour tout. Il y a de la polarisation idéologique, il y a de la polarisation identitaire. Fait que tu sais, ça peut c'est un venir mélange de tout ça. Absolument. Ça, c'est le plus le fun. Ça, c'est super le fun d'aller voir les commentaires aussi. Parce que, tu sais, des fois, tu vas voir genre ta tante que t'aimes beaucoup qui tombe dans le piège. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que c'est pour ça que ça vaut la peine de parler des médias sociaux. Parce que ça peut arriver à tout le monde de tomber pour du rage bait. J'en suis victime, coupable aussi. Fait que, tu sais, il faut qu'on sache ces concepts-là pour pouvoir mieux s'armer quand on est sur Facebook. Tellement. Exactement. Fait que c'est ça implique d'être vraiment, vraiment vigilant. Puis, mettons, ça peut être plus difficile aussi chez les personnes qui sont un peu plus âgées, comme, admettons, t'as dit ta tante, ou mettons, nos grands-parents qui voient ça, puis sont comme, ils virent fâchés et tout, mais c'est parce qu'ils comprennent pas c'est quoi, puis ils savent pas qu'ils se font prendre comme dans un piège et tout. Fait que, d'un côté, c'est un petit peu triste, on dirait. Je suis comme, oh, pauvre petit. Ils sont comme pas conscientisés pour ça du tout. Puis, non, c'est ça, ils sont plus comme... on dit, mettons, des jeunes que souvent, c'est comme des éponges, ils apprennent tellement d'affaires, mais un peu les personnes âgées, c'est un peu comme les éponges, mais pour comme qu'est-ce qui est un peu nocif au niveau de l'actualité puis de l'information. Ils vont toutes prendre l'information, même celle qui est mauvaise, puis ils sauront pas comme dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais là-dedans. Là. Puis là, on parle d'affaires qui font comme pas mal. Fait que, tu sais, du rage bait, c'est sûr que ça fait mal dans ta tête. Mais quand tu penses, genre, à la fraude sur les internets, aussi, c'est exactement la même histoire. Ça peut être autant être que ça peut être pas grave, techniquement, autant que ça peut devenir grave. Ça peut coûter des milliers de dollars, ça peut coûter, genre, la santé mentale. Fait que, tu sais, c'est aucune situation win-win là-dedans. Là. C'est tout le temps perdant-perdant. En même temps, le rage bait, ça peut être utilisé pour changer les croyances des personnes qui le consomment. Puis, tu sais, exact. Comme on dit tantôt, la polarisation, ça vient souvent de ça, moi, je trouve. Oui, vraiment. D'accord. Puis justement, tu sais, vous parliez de tout ce qui est là, les inconvénients. Oui, il y a des avantages naturellement là, à consommer ces informations puis son actualité dans les réseaux sociaux. Mais les inconvénients, on parlait des chambres d'écho tout à l'heure. Pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez définir qu'est-ce que c'est vraiment des chambres d'écho et quels en sont les effets néfastes là, qui viennent avec? Absolument, on est là pour ça. Fait que ça tombe bien. J'ai une définition de l'Office québécois de la langue française. Je pense que c'est la meilleure façon de commencer à parler d'un sujet. Là, c'est avec une définition qui a été agréée par des spécialistes. Fait que si j'y vais avec ma voix la plus robotique possible, une chambre d'écho, c'est un réseau de personnes formées spontanément autour d'une vision commune où les gens sont principalement exposés à des opinions qui se rapprochent des leurs, ce qui tend à cristalliser leurs idées et leurs croyances. Puis là, en dessous de la définition, il y avait un petit plus, parce que c'est le fun d'avoir des petits ajouts. Les chambres d'écho, ils vont se manifester le plus souvent par l'intermédiaire des médias sociaux, bien évidemment, et c'est notamment favorisé par le phénomène des bulles de filtre, ainsi que par la tendance des gens à privilégier spontanément les informations qui confortent leurs croyances. Donc là, on a comme deux parties. Une partie qui est vraiment plus médias sociaux, avec les bulles de filtre et tout ça, mais aussi une partie humaine, parce que on le voit, avec les humains, c'est totalement normal, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de qui on est. On va se sentir plus attaché à des croyances qu'on a déjà. Et quand on se fait valider dans nos croyances, quand on se fait réconforter dans nos croyances, on a plus tendance à faire « Ah, ça doit être vrai, ça. » C'est confortable. Exactement. On veut pas trop sortir de notre zone de confort, puis c'est totalement normal. Oui. Mais ça veut aussi dire que quand on va parler de chambre d'écho, ça va venir nous prendre assez fort dans cet étau-là, parce qu'on aime ça se faire dire qu'on a raison.
encore une fois, victime, coupable, tout ça. Moi aussi, je tombe là-dedans. Mais, tu sais, il faut faire attention, surtout quand on parle des chambres d'écho qui sont un petit peu plus néfastes pour nous. Il faut savoir aussi, les chambres d'écho, elles sont reconnues comme l'une des causes de la dégénérescence actuelle du débat démocratique. Encore une fois, il y a des chambres d'écho genre j'aime les chats, fait que j'arrête pas de voir des affaires de chats sur Facebook, ça c'est cool. Mais il y a des côtés aussi néfastes à tout ça, des côtés un petit peu plus dangereux, parce que l'esprit humain, il est profondément faillible. Hein. Fait que c'est largement accepté que le progrès de la pensée, il va exiger la diversité des sources et la confrontation des points de vue. Donc ça, c'est normal, il faut en avoir des débats, il faut jaser. Ben oui. Mais quand on est sur les internets, les algorithmes, ils vont déterminer en bonne partie le contenu qui nous est présenté sur les réseaux sociaux, puis ça va venir amplifier la tendance naturelle qu'on a à accepter les faits et les opinions qui vont confirmer nos croyances à nous, qui sont déjà préexistantes. Fait que ça veut dire qu'on va jamais vraiment sortir de notre petite bulle, de notre petite chambre d'écho. Wow, révolutionnaire. Puis ça va vraiment faire qu'on va juste tracer des liens entre des données que nous, on produit de façon continue sur les plateformes numériques. Donc, nos données, ça reste nos données, ou pas, là. Ça aussi, c'est un petit peu partout. Mais tout ce qu'on va dire, dès que tu lâches un like sur quelque chose, dès que tu lâches un commentaire, dès que tu lâches même une vue, hein, parce qu'on sait que c'est vraiment, tu sais, comme tu regardes un peu trop longtemps une vidéo, puis bam, c'est exactement partout. Exactement. Enregistré, puis après ça, Fait que c'est quand même s'ensuit. assez fou de voir comment ça fonctionne. Je pense qu'on a tous déjà tombé victime de ça. 100%. En ce moment, je le suis. J'ai liké une affaire de F1, puis maintenant, j'aime la F1 en 4 jours. Fait que, tu sais, faut vraiment faire attention. Puis, comme on dit, il y a des chambres d'écho qui sont moins nocives. La F1, ouais, c'est des gars qui, genre, font des tours en char, mais c'est pas nocif. Mais tu sais, des fois, il y en a justement que c'est plus un enjeu. Tu sais, mettons, moi, ça me fait penser, mettons, mon frère, là, sur Instagram, il voit des affaires, tu sais, vraiment de la grosse droite, puis je suis comme, tu sais, dis des affaires, mais comment? Tu sais, de un, comment ça peut se ramasser sur les réseaux sociaux? Exactement. Ça rentre pas dans mon cerveau. Mais c'est que dès que tu le regardes trop longtemps, même si c'est juste pour dire, OK, mais il est donc bien, genre, nonsense, ce gars-là, ben, il t'en montre encore et encore et encore. Fait que là, tu sais, quelqu'un qui est vraiment naïf ou qui se connaît vraiment, exemple, pas tant dans la politique. Les jeunes. Tu sais, vraiment, les jeunes, mettons, de 15 ans, oh, c'est super drôle, ben, ils partent là-dedans, puis c'est que ça qu'ils voient dans leurs vidéos, puis là, leur cerveau, il va être comme conditionné à penser que c'est ça la norme, tu sais, de dire toutes ces mauvaises choses-là, mettons, sur, exemple, les minorités ou peu importe, c'est vraiment triste. C'est pour faire un exemple avec l'exemple de chien. Si tu regardes de chat, si tu regardes juste du contenu de chat, t'apprends à aimer les chiens, mais aussi, d'un autre côté, ça peut te faire amener à haïr les chiens. Oh, profond. Grosse réflexion philosophique. Mais je suis d'accord. Puis, comme tu dis, avec les jeunes ados surtout, vraiment. Le contenu, il va tout le temps être tourné, surtout sur Instagram Reels. C'est tout le temps tourné humoristique. Ouais. Tu sais, il va tout le temps avoir un petit meme dans le background, puis il va avoir genre 3 lignes, puis ça va être super raciste. Exactement. Ouais, Les commentaires, ça, c'est quelque chose. Fait que, tu sais, là, tu le likes pas, mais tu le regardes un petit peu trop longtemps, puis tu te fais écouter par ton téléphone. Fait que disons que c'est une réaction positive de ton côté de l'écran. Après ça, la prochaine, ça va être une affaire normale. Puis la deuxième, ça va revenir à du contenu. Ça vient normaliser un peu quelque chose Exactement. qui l'était pas. Fait que là, ta For You page, ta pour toi, parce que les algorithmes, c'est littéralement pour toi. Oui. Elle va tout le temps te montrer ça. Puis un moment donné, ben, tu vas dire, ah, mais tu sais, je trouve ça drôle, mais je suis pas raciste. Puis là, plus ça va s'infiltrer dans ton cerveau. Tu seras pas raciste, mais tu vas avoir des petites pensées qui vont juste... Tu te dis que t'es pas raciste, Ben, c'est ça. mais... Ouais. Ben, ça, on dit tout le temps que, comme dans nos jokes, il y a tout le temps un petit fond de vérité, puis je pense que c'est ça qui est triste aussi Exactement. là-dedans, là, c'est qu'au début, c'est une joke, puis après ça va vraiment, tu sais, veux pas, ça va jouer dans ton cerveau, puis ben là, ça va amener justement à des... Ça va créer, mettons, ça va t'amener une pensée politique ou, tu sais, une manière de penser de la vie que t'aurais jamais eu sinon ça n'avait pas vu ces Reels-là, tu sais, en continu. Exactement. Fait que c'est dangereux. Vraiment. Ben, sur ça, on va prendre une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Alors, on est de retour sur les ondes de Chiz 94.3 avec A priori. On parlait des chambres d'écho avec Fred tout à l'heure. Alors, On pense y connaître les chambres d'écho, mais est-ce qu'on se fait certaines fausses idées par rapport à ce concept-là? Ben, un petit peu trop, hein. Parce que, tu sais, encore une fois, on se dit, moi, je serai jamais bonnie dans une chambre d'écho, ça m'arrivera jamais. Jamais je vais, genre, m'isoler dans une affaire où j'ai juste tout le temps le contenu que je veux voir. Mais fun fact, les chambres d'écho, là, c'est pas nécessairement hermétique et homogène. Parce qu'on va laisser rentrer d'autres contenus dans la chambre d'écho, mais à chaque fois qu'on va le laisser rentrer, on va le discréditer avant. ouais. Fait que, tu sais, la plupart des citoyens, ils vivent pas dans les espaces de croyances homogènes et hermétiques. Fait que là, ce qui va se passer, il y a vraiment un philosophe assez intéressant là, qui a dit ça. Les chambres d'écho, ils vont exister, mais c'est pas nécessairement des espaces discursifs homogènes et complètement fermés sur eux-mêmes. Fait qu'on va laisser rentrer des points de vue contradictoires
on va laisser rentrer des gens aussi qui ont des points de vue contradictoires. On va les utiliser comme des figures de proue un peu dans la chambre d'écho. Mais dès qu'on les laisse rentrer, on va désarmer d'entrée de jeu leurs propos. À ce moment-là, qu'est-ce que ça vient de faire? Les leaders idéologiques des chambres d'écho, ils vont déployer beaucoup d'efforts pour que les visions concurrentes arrivent préinterprétées et déjà discréditées. Fait que les points de vue dominants, ils sont constamment répétés et amplifiés dans ces cas-là. Fait que c'est un peu comme entendre sans écouter, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'une chambre d'écho, ça va pas produire les mêmes effets qu'une bulle, OK? Parce qu'une bulle, ça existe aussi. On en parle un peu moins parce que ça, c'est vraiment très... quand même assez hardcore, une bulle, parce que dans une bulle, c'est toi puis les 4 personnes qui ont les mêmes opinions que toi. Ouais. Puis vraiment, les mêmes opinions, là, to a T, OK? Fait que les mêmes pensées sur tout. Ça arrive pas très souvent, mais ça peut arriver, comme par exemple quand on parle de QAnon. Je sais pas si vous connaissez. Oui. T'sais, on va peut-être pas se lancer là-dedans aujourd'hui, ou peut-être, qui sait, si je me sens un peu folle. Mais là, ça va vraiment être plus une bulle. Une chambre d'écho, c'est vraiment un endroit où on va pouvoir discuter. Puis c'est un endroit dans lequel on va entendre les voix de l'extérieur. Donc, les voix vont se rendre à nous, mais je m'en méfie tellement que je leur accorde pas aucune crédibilité. Fait que je vais même les déconsidérer avant même qu'un dialogue puisse commencer. Fait que, tu sais, c'est vraiment une façon d'entendre les voix d'extérieur, mais on va pas les écouter parce que de toute façon, ils ont rien à m'apprendre. Puis là, quand on pense à ça, tu sais, un beau commentaire, là, bon, encore une woke. Oh my God. Les merdias. OK, boomer. Ça, c'est vraiment des affaires qui vont être utilisées comme ça. Puis ça, c'est vraiment une façon de venir discréditer de façon ludique, si je peux dire ça comme ça. C'est tout le temps une petite pique, c'est tout le temps une petite affaire, mais ça va quand même avoir un effet assez important parce que dès que tu vois ça, tu vas te dire « Ah, ce que je vais lire dans quelques instants, ça sert à rien, c'est ridicule. Mes amis, ils disent que ça fait aucun sens, fait que ça fait aucun sens. Fait que les formules, ils vont pas manquer quand vient le temps de disqualifier à peu près, à peu de frais, un interlocuteur qui est indigne de notre considération. Fait qu'il est pas dans notre gang, tout ce qu'il dit, ça sert à rien. Ça me fait penser un peu à quelque chose que j'avais vu dans un des cours que j'avais fait au cégep. Ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est genre la personne qui en connaît pas vraiment ce sujet ou qui en connaît même le moins sont celles qui pensent qui ont toutes les compétences dans le domaine puis qui sachent tout. Exactement. Puis il y a aussi l'effet de meute, hein, parce que quand t'es dans un groupe qui s'appelle genre le gouvernement nous montre, puis là tout le monde te dit ouais, gouvernement. Oh, exactement. Bars. Puis que quelqu'un va te dire mais non, il ment pas. Mais là tout le monde autour, puis vous êtes genre 10 000 dans ce groupe-là, ils vont dire ben oui, il nous ment. C'est over. Il y a aucune chance que tu vas être capable de sortir de cette petite gimmick-là sans toi te lancer dans des mesures pour t'en sortir. Le phénomène des chambres d'écho, bien évidemment, c'est alarmant, hein, parce qu'il est très propice à ce que les politologues vont appeler la polarisation affective, soit le fait d'entretenir une méfiance et une animosité à l'endroit de nos adversaires idéologiques jusqu'à leur prêter toutes sortes d'intentions, à exagérer les différences qui nous opposent et ultimement à interdire toute compréhension mutuelle. Une chambre d'écho, encore une fois, ça va venir polariser. La polarisation, c'est vraiment en ce moment la base du combat idéologique, si on peut parler comme ça. C'est sûr qu'on en parle plus aux États-Unis, bien évidemment, parce que tout est exacerbé aux États-Unis. Mais on va quand même le voir aussi au Canada, surtout aux dernières élections, où c'est quand même venu assez fort, la polarisation. Ouais, vraiment. Puis les réseaux sociaux, ils vont pas nous aider là-dedans. Fait que, tu sais, chambre d'écho, tu me dis quelque chose, je vais rouler des yeux, je vais super, je vais pouffer de rire sarcastiquement. C'est vraiment juste pour prouver que mon adversaire, qui est peut-être pas un adversaire, mais juste quelqu'un qui veut me dire de quoi que un semblant de réalité. Contrairement à moi, parce que moi, je suis parfaitement lucide et intellectuellement à jeu, lui, lui a bu le Kool-Aid idéologique quand on sert dans une autre chambre. Fait que, tu sais, en ce moment-là, on va voir différentes bulles, différentes chambres qui vont comme s'affronter parce que les discours vont s'entremêler entre eux deux. Mais la plupart du temps, quand tu es une chambre, tu vas pas ouvrir la porte toi-même. Ouais, non. Puis c'est pas comme ça que ça va se passer. Fait qu'on tombe assez rapidement Surtout si tu là-dedans. t'en rends pas compte que t'es dans une Ouais, chambre. Exactement. aussi, vraiment. Puis tu sais, on s'en rend pas compte parce qu'encore une fois, tu te dis, ah ben tu sais, Tout le je monde pense reçois comme des moi. informations autres. Fait que tu sais, j'aime pas OD, je suis dans la chambre anti-OD, OK? Là, on fait vraiment une exagération simplifiée, dégueulasse. J'aime pas OD, mais j'ai des infos d'OD. Fait que je suis pas dans une bulle. Genre, tu sais, pas tout le monde autour de moi a OD. C'est pas comme ça que je deviens parce que j'ai des informations d'OD.
J'ai ça, ces exemples-là. Pourquoi j'ai fait ça? Je m'en Mais fonce. ça marche, ça marche. Bref, fait que finalement, t'es dans une bulle parce que peu importe, tu sais, ça va juste venir discréditer. Il y a des mimes là, de la fille qui a dit oh my god, on tombe là-dedans. C'est quoi un électricien? Oh my god. Ben oui. Mais souvent, encore une fois, c'est peut-être John Carcano, on les aime et on fait des mimes là-dessus. Puis tous les commentaires, c'est genre la nouvelle génération, ils sont tellement stupides. Oh my god. Girl, Un groupe de 20 personnes représente toute une génération. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, encore une fois, on va faire des figures de proue, qu'on va prendre leur message, qu'on va les approprier, puis on va faire du rage bait, du clickbait avec ça, parce que pourquoi on le ferait pas? Ils nous offrent un peu du contenu sur un plateau d'argent. Fait qu'on va le prendre, puis on va utiliser ça pour venir solidifier là, nos idéologies. Ben oui, c'est sûr. Puis, c'est quoi? On parlait un peu des dangers de comme tout, qu'est-ce que ça apporte, mais est-ce que tu pourrais me donner des exemples concrets, Fred, ou Sarah Maud, là? En fait, vraiment, c'est les chambres d'écho puis toute cette polarisation-là. C'est quoi les dangers vraiment auxquels on fait face par rapport à ça? Les médias sociaux, ils vont venir faciliter l'accès à l'information, comme on a dit, ce qui est un positif, parce que maintenant, tu as accès à tout avec le bout de ton doigt. Mais ce que ça va faire, ça va venir aussi faciliter l'accès aux fausses informations, les fake news. Puis là, en ce moment, on n'a plus accès aux tout ce qui est journaux et sources d'informations sur Facebook, qui est l'endroit où la plupart des gens prenaient leur information. Fait qu'on est un peu de la place cuit. à du monde qui... Exactement. Fait que maintenant, tu vas voir un article qui a l'air légitime, autant légitime que genre InfoQC peut être légitime sur Facebook. Puis tu vas cliquer là-dessus, puis ça va venir accentuer genre ta polarisation puis tes divisions. Les chambres d'écho, la désinformation dans les médias sociaux puis la division politique, c'est quand même 3 concepts qui vont se tenir la main. Hein. C'est quand même assez interrelié parce qu'on peut pas avancer en tant que société tant et aussi longtemps qu'on va jouer sur nos différences. Puis ça, c'est vraiment des concepts qui vont venir s'appuyer là-dessus, qui vont prendre toutes leurs sources, toutes leurs infos là-dessus. Puis on peut pas faire ça aussi tant et aussi longtemps qu'on va discréditer ceux qu'on considère comme différents ou opposés à nous. Encore une fois, les chambres d'écho, c'est basé là-dessus. Fait qu'on peut pas avoir une société qui est démocratique, qui va être sociale, où il va avoir un discours démocratique aussi, tant qu'on va avoir tout ça. Le taux de personnes qui évoluent dans les chambres d'écho, il est assez bas. OK? C'est sûr que, tu sais, encore une fois, les effets des médias sociaux, on les voit partout, les chambres d'écho, tout le monde nous avertit. On va parler d'à peu près 4% qui vont être dans des bulles vraiment, vraiment fermées. Puis c'est vraiment là que ça va se passer. Mais la menace, elle va exister quand même. Parce que si ces gens-là, ils entendent juste des opinions avec lesquelles ils sont déjà d'accord, ils vont risquer de s'enraciner davantage dans leurs croyances. Puis ça va venir un peu entacher toute la relation avec les gens dans leur vraie vie. Parce que là, on parle des médias sociaux, mais t'as aussi une vie dehors, t'as une vie à la pharmacie, t'as une vie à l'épicerie, t'as une famille. Puis quand tu te fais un petit peu manipuler comme ça, te fais radicaliser comme ça en ligne, tu vas venir mettre tout ça de côté. Puis là, c'est les autres qui vont comme se polariser contre ton groupe à toi. Mais tu sais, 4%, c'est quand même c'est quand même significatif, honnêtement. Aux États-Unis, c'est 10 millions de personnes, à peu près, 4%. C'est du monde. Je suis pas bonne en maths, mais c'est beaucoup. Beaucoup de personnes. Beaucoup. Mais tu sais, moi, je me dis, une bulle, si c'est très serré, leur façon de penser, rédiger, ça doit être aussi plus facile de s'organiser, mettons. Exactement. Puis là, j'ai dit, j'en parlais pas, mais je pense qu'il faut qu'on en parle parce qu'on est comme obligé. QAnon, ça a été créé en 2017. Dans ma tête, on dirait que ça fait plus longtemps que ça parce qu'on en parle tellement souvent, surtout aux États-Unis, encore une fois. Mais il faut pas juste penser que c'est juste aux États-Unis parce que le mouvement de QAnon, il va aussi nous toucher ici au Canada. Hein, parce qu'on est quand même assez proche des États-Unis. On est les plus proches. On est quand même assez chanceux pour ça. Sarcasme. Exact. Gros guillemets. Ouais, exactement. Je ris en ce moment. Fait que, tu sais, QAnon, la façon dont c'est organisé, c'est quand même un historique assez particulier, puis c'est difficile de le comparer aux autres groupes qui vont prôner les théories du complot, parce que, contrairement aux théories genre les événements du 11 septembre, la Terre est plate, il y a des extraterrestres dans la zone 51, le mouvement QAnon, il est décentralisé. Tout se passe sur Internet surtout, puis c'est un regroupement... Exactement. C'est un regroupement d'un ensemble de théories diverses. Fait qu'on va pas dire juste une chose, même s'il y a une croyance commune, qui est le Pizzagate. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment comme la base. Et on va, après ça, rajouter d'autres choses par-dessus pour vraiment faire comme une tour de théorie du complot. Fait que tout le monde peut comme se rejoindre à ça et finir dans la même chambre d'écho. Fait que là, toi, disons que tu crois à une affaire, t'arrives là-dedans,
on te lance, on te fait manger d'autres théories du complot. Fait que finalement, tu finis par croire toutes. Parce que tout le monde dans ton groupe croit toutes. Fait que ça fait que tu es de plus en plus méfiant envers tout le monde. Puis pas juste le gouvernement, mais vraiment tout le monde autour de toi. Puis QAnon, c'est aussi des messages sur les médias sociaux numériques. Puis ça va être des milliers de publications cryptiques. Je sais pas si vous avez déjà vu un drop de QAnon. Non. Ça va être genre 8 mots. Puis ça va dire genre nuage. Un code, en fait. Bleu. Oh my God. Oh my Fait que là, il va y God. avoir des gens qui vont se lancer là-dedans puis qui vont se dire, mais qu'est-ce que ça pourrait bien dire? Ah, ça veut dire qu'il va y avoir un attentat au Minnesota. OK, le avec 2 l'imagination, là, ça fait juste spiral. Puis Exactement. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez fort. Puis, bien évidemment, quelque chose qui est venu accélérer l'impact de QAnon, c'est la crise de la COVID-19. Oui, hein? assurément. Je pense que c'est sans surprise parce que, ben, à ce moment-là, tout le monde est devenu conspirationniste. Si je On peux est en dire ça ligne comme ça. aussi, on n'avait plus rien à faire. Exactement. Fait que t'es pogné en dedans. Puis tu sais, c'est surtout difficile. Je veux pas mettre un spotlight sur eux, mais les personnes plus âgées, qui étaient vraiment isolées, que ce soit dans une maison de personnes âgées ou juste tout seul à la maison, t'as plus la chance d'avoir ta famille qui vient te voir, qui vient un peu discréditer tout ce que t'as entendu. Fait que tu sais, c'est quand même assez difficile pour eux. Puis faut savoir aussi, ben il y a pratiquement rien qu'on peut faire pour faire changer d'avis les gens de QAnon parce qu'ils sont tellement pris là-dedans que ça vient vraiment tout prendre contrôle de leur vie. Puis ça vient aussi prendre contrôle de la façon dont ils voient la vie en général. Là, QAnon, c'est un exemple qui est radical, qui est épeurant. On essaie de pas y penser trop parce que c'est vraiment quelque chose de fou, là. C'est quand même assez exagéré. Tu sais, c'est vraiment l'exemple le pire qu'on peut parler. Mais je pense qu'on peut aussi appliquer tout ça aux chambres d'écho qu'on a ici au Canada. Puis je pense qu'il faut prendre des leçons de qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis avec QAnon. Tellement, mais oui. Pour appliquer ça à comment nous, on va faire pour détruire les chambres d'écho. Même si je veux pas être la pire personne sur Terre, la personne la moins optimiste. Oh, je l'ai écrit Petit en anglais. anglicisme, Fred. Ouais, désolée. Donc, je veux pas être pessimiste, là, mais les chambres d'écho, on est pogné avec. Puis même si tu penses que t'es pas dans une chambre d'écho, t'es probablement dans une chambre d'écho. Fait que Puis c'est pas facile de s'en sortir. Puis c'est vraiment comme un cercle vicieux, en fait, de ce qu'on en comprend, là. Exactement. C'est vraiment, là, puis je pense que juste avec l'évolution des réseaux sociaux, tu sais, je veux dire, je peux pas prédire le futur, là, mais c'est sûr que ça va se développer encore et encore et encore, puis je pense pas que ça va aller en s'améliorant, là, comme que tu dis, Fred, là, c'est vraiment... Je pense qu'on est pogné avec ça, mais il va falloir, tu sais, justement développer des stratégies naturellement pour comme essayer de combattre ces chambres d'écho-là, tu sais, trouver des solutions pour pas tomber dans le piège, justement. Tu sais, de devenir encore plus vigilant. Puis je pense que ça va être ça l'important, là, comme vous dites. C'est pas un choix non plus. Nos algorithmes, c'est eux qui décident qu'est-ce qu'on voit. Ça, on est vraiment mené par ça, c'est fou, là. Puis tu sais, c'est facile de dire ferme ton téléphone. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, des fois, tu sais, ça fait vraiment partie intégrante de notre vie, là. La Fait façon que dont on c'est consomme les difficile, médias, pareil, là, on tu a sais, toujours consommé des médias. Exactement. Nous, on est s'assied né plus à là-dedans. regarder Pierre Bruno, là, tu sais, Non, gros c'est téléjournal, Bruno Savard, il est super gentil, là, mais comme, tu sais, moi, mettons, exemple, personnellement, là, à chaque matin, j'ouvre, OK, le Devoir, Radio-Canada, c'est quoi les nouvelles sur mon ordi ou sur mon cell. Tu sais, pour notre génération, du moins, tu sais, les Gen Z aussi, ça va être de même, mais C'est fou, là, mais même chercher des nouvelles sur ton cell, ton Instagram va savoir que tu cherches des nouvelles. C'est Fait que sûr. là, il va t'envoyer des fausses nouvelles sur Instagram. c'est fou, hein? Fait que tu sais, c'est vraiment... On dit ferme ton cell, puis on se dit c'est un conseil, pff, tu sais, ça sert à rien. Des fois, j'aimerais ça, fermer mon cell, puis juste l'éteindre, puis même le mettre dans une autre pièce, puis plus y toucher, genre, ever. Parce que je pense que ça serait tellement une belle façon de se reconnecter avec la nature, Tellement. puis de plus avoir toutes mes informations partout. Touch some grass, comme ils disent. Ouais, c'est Il y a ça. tellement d'affaires qui se passent partout. Par exemple, on a comme un petit peu l'impression de le fear of missing out. Exact. Tellement. On a accès à tout ce qui se passe partout sur Terre. Fermer son pour l'utiliser pendant 1 heure, tu peux manquer. Tu sais, ce feeling-là, quand tu vas te coucher, puis tu te réveilles le matin, puis la chose la plus terrible est arrivée, genre quelque part, puis là, tu te lèves, puis là, t'as comme une notification Radio-Canada que, genre, cette personne-là est morte cette nuit, puis t'es comme, oh my God. Fait que Ouais. ça, c'est pour tout, puis c'est tout le temps ça, puis c'est, tu cherches ce savoir-là, parce que t'as tellement accès au savoir rapidement que autant que tu veux comme lâcher ton sel puis aller te coucher, autant que c'est difficile, parce que tout se passe, c'est tout le temps en action. Fait que, tu sais, faudrait qu'on soit capable de se protéger des chambres d'écho, autant de se protéger des chambres d'écho que des réseaux sociaux là, en général. Mais justement, en fait, est-ce que vous pourriez nous partager comme des stratégies ou, tu sais, comment qu'on pourrait se protéger de ces chambres d'écho-là? Juste essayer de rester vigilant en général comme qu'on peut parce qu'on peut se ramasser dans une chambre d'écho sans savoir, comme on a déjà mentionné. Mais tu sais, comment essayer de prévenir ça, mettons?
C'est possible, d'après moi. Oui, ben aussi. On peut se protéger comme qu'on peut. Dans le fond, la première étape, c'est... il y a 2 signes à surveiller là, pour penser qu'on est comme pris dans une chambre d'écho. Premièrement, c'est qu'on est exposé juste à un seul point de vue, qui est parfois extrême. Mettons, si on prend QAnon, par exemple, sur une question ou un événement. Puis, de 2, notre contenu il est fortement basé sur des opinions, puis il est moins fondé sur des faits ou des preuves scientifiques. Malheureusement, comme on a dit, il n'y a pas des centaines de façons de faire pour se protéger des chambres d'écho. Je vous dirais que la plus importante, c'est surtout comme de garder un esprit ouvert, d'aller chercher d'autres points de vue par nous-mêmes que ceux que notre algorithme nous propose, puis des gens qui nous entourent. Parce que, faut le rappeler, les chambres d'écho, tu sais, ça fait qu'on est juste confronté à ce qu'on veut entendre, ce qui nous flatte dans le sens du poil, ce qui nous réconforte, parce que, tu sais, des fois, ça crée un petit malaise d'aller voir... d'autres points de vue, là, des fois sur des sujets qui sont un petit peu plus là, intenses, si on veut. Oui. Puis, sinon, comment qu'on peut faire pour contrebalancer, en fait, tout le contenu, comme, tu sais, réel, factuel, c'est vraiment qu'est-ce qui est véritable par rapport à les points de vue, justement, qu'on est confronté là, sur les réseaux sociaux, tu sais, comment qu'on peut faire pour discerner, justement, le vrai de juste ce à quoi on est exposé, en fait. Oui, il y a quelques petits truc que je pourrais vous donner, dans le fond, là, c'est d'aimer partager une grande variété de contenu pour essayer de comme brouiller les algorithmes puis comme rétablir l'équilibre là, des points de vue qui apparaissent dans nos fils de publication. On peut, comme j'ai dit, garder l'esprit critique face à ce qu'on voit, consulter plusieurs sources dignes de confiance, comme les médias traditionnels et en ligne, comme par exemple Radio-Canada qui est objectif. On peut débattre de manière saine et respectueuse avec les autres, examiner le contenu le plus discuté sur les plateformes pour comme contrebalancer là, notre contenu de notre fil d'actualité. Mais en gros, on se doit vraiment là, de faire un effort de compréhension, de vouloir aller plus loin, comme que j'ai dit, d'aller chercher nos informations le plus possible sur des sites de confiance. Je le rappelle encore, Radio-Canada qui est tellement, c'est parce que oui, ça a beau être une société d'État, mais comme on s'entend que c'est dans les informations, mettons, tu sais, qu'on a accès qui sont les moins biaisés, là, tu sais, mettons, on peut penser vite demain, mais, mettons, le Journal de Québec, OK, bof, tu sais, ou, tu sais, mettons, TVA, on va penser, tu sais, c'est québécois. Les grands médias. Pierre Calpelado, super souverainiste. Tu sais, des fois, c'est comme, je suis vraiment la presse d'opinion, hein, la presse d'opinion, parce que des fois, tu vas lire un article qui est legit, qui a été écrit, genre vraiment, tu sais, par journaliste, puis c'est vraiment des news, puis après ça, on va te proposer un autre article. Là, tu vas le lire parce que c'est la suite logique, tu sais, si ça t'intéresse. Mais tu lis pas que c'est comme un article d'opinion. Que c'est une chronique, en fait, c'est ça, exact, puis tu t'en rends pas compte. Fait que là, tu le sais pas, puis là, tu t'absorbes ça, tu sais, parce que c'est des informations qui sont mélangées avec des opinions. Pour toi, ça devient un fait. Exactement. Fait que tu vas pas vraiment te re-questionner. Fait que, tu sais, faire attention. Je pense que c'est Faire attention, je pense que c'est vraiment ça le conseil ultime. Puis tu sais, même à ça, j'y pense vite comme ça parce qu'il y a beaucoup parce que pour mes parents, là, la radio, ça occupe une grande place dans leur vie. Mais on s'entend que, tu sais, oui, il y a tout le temps une petite capsule, OK, c'est quoi l'actualité? Mais mettons, exemple, c'est la radio qui parle, là, ils vont parler d'actualité justement dans une forme de chronique, on va dire, tu sais, puis eux autres, ils vont dire, c'est les vraies affaires, c'est le même, OK, c'est vraiment, c'est factuel. En fait, pas vraiment. Ça demeure une chronique, mais des fois, c'est difficile de discerner, OK, c'est vraiment juste l'actualité, genre, crue comme qu'on la veut, ou c'est genre une chronique, puis c'est comme, moi, je pense telle affaire, tu sais. C'est ça. Mais en même temps, même qu'est-ce qu'on se fait en ce moment, c'est de l'opinion. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, tu sais, tout à fait. On reste humain. On peut pas changer, ça va rester tout le temps dans notre nature. Mais encore une fois, faire attention, puis garder l'esprit critique. C'est ça. Mais on sait que justement, avec les algorithmes et tout, des fois, c'est difficile, puis on contrôle pas ça. Des fois, on est conscient des fois qu'on fait partie d'une chambre d'écho, mais justement, les algorithmes, ça fait que... Puis des fois, tu le sais, mais t'es tellement confortable. C'est ça. De sortir de notre zone de confort, c'est ça. Autant que comme... là, je vais pas parler du syndrome de Stockholm, parce que ça a été d'éprouver, là. On sait que c'est pas réel. Mais quand tu regardes ce concept-là, puis tu peux l'appliquer à genre une chambre d'écho, ça fonctionne aussi. Parce que tu vas être là, puis tu vas être entouré de gens, puis à un moment donné, tu vas te rendre compte que l'opinion que vous partagez n'est peut-être pas la bonne. Mais est-ce que tu veux vraiment t'arrêter? Avouer que t'avais tort pendant tout ce temps-là. Exactement. Puis tu sais, la plupart des gens, encore une fois, on ramène à QAnon parce que c'est terrifiant, puis je pense que c'est vraiment l'exemple parfait d'une chambre d'écho. Mais quand t'es là-dedans, puis ça fait des années que t'es là-dedans, tu t'es éloigné de toute ta famille, tous tes amis, t'as plus personne à part le monde qui pense comme toi. Tu vas pas te dire « Ah, je m'en sors. Aujourd'hui, je m'en sors. » Comme un culte.
Ouais, oui, exact. C'est 100% c'est ça. sûr, ça l'a changé tous tes liens, comme, tu sais, justement, avec les membres de ta famille, tes amis, peu importe, ça, c'est comme un peu, ben, pas irréversible, mais on dirait quasiment, là, tu sais, si quelqu'un qui est super pessimiste, tu vas dire, ben là, Exactement. il n'y a plus rien à faire, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, je pense que le meilleur conseil à donner à des gens qui sont pognés dans une situation comme ça, c'est que ça sera jamais la fin, tu sais. Tu vas tout le temps pouvoir t'en sortir, puis autant que profond que ça peut être, parce que là, on parle de chambres d'écho ici au Canada qui sont comme peut-être un peu moins graves que QAnon, mais on sait jamais parce qu'on n'est pas dans ces chambres d'écho-là, tu sais, fait qu'on n'est pas au courant. Mais je pense qu'il faut tout le temps se dire, il va avoir une solution, parce que tu peux t'en sortir. Parce que dès que tu sors de la chambre d'écho, il y a du monde qui ne sont pas dans la chambre d'écho. Parce qu'une chambre d'écho, là, tu sais, dans un groupe Facebook, je pense, un groupe Facebook sur lequel j'étais tombée, il y avait 30 000 personnes à peu près. 30 000, c'est beaucoup, C'est mais Val-d'Or. relativement. Ouais. C'est Val-d'Or. Merci, Justin, pour cette capsule région. Fait que tout Val-d'Or est dans une chambre d'écho. Wow. Mais dès que tu t'en sors, il y a genre Rouyn-Noranda à côté. Fait que tu sais, tu peux tout le temps en sortir. Il va tout le temps avoir du monde qui va avoir une autre opinion, qui vont pouvoir t'aider là-dedans. Puis il va avoir tout le temps des ressources pour t'en sortir. Parce que l'Internet, c'est terrifiant. Mais il y a aussi des communautés qui sont quand même assez bienveillantes, surtout les communautés qui sont au courant de comment ça fonctionne dans d'autres côtés de l'Internet. Puis, encore une fois, sinon, tu peux aussi aller dehors. Touch some grass. Ouais, Parce que exactement. je pense que ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis c'est une belle façon de comme pas rester pogné dans tout ce qui nous obsède un Mais peu ça, quand c'est t'es en un des ligne. dangers aussi. Quand on commence à se créer des communautés en ligne, tout ça, mais on perd les communautés dans la vraie vie. Notre temps, on Exactement. l'occupe ailleurs, fait qu'on perd un peu ce lien Exactement. social-là dans nos villes. Puis Je pense que c'est quand même assez dommage. Puis là, on se rend compte en faisant cette discussion-là qu'il y a plus de côté néfaste aux réseaux Oui. sociaux que Ouais, de côté positif. Parce que, ben, tu sais, dans un autre sens, ça fait penser, tu sais, mettons, comme Justin disait, tu sais, ou Fred aussi, tu sais, de sortir à l'extérieur, de comme aller voir d'autres mondes, parce que on s'entend que c'est plus difficile de peut-être créer justement une bulle aussi concentrée puis fermée en personne que sur les réseaux sociaux. Fait que, mettons, OK, là, j'ai mon petit groupe, là, puis là, on pense toute la même affaire, puis on s'écrit tout le temps. Puis là, je vais en prendre une bière avec d'autres amis. Mais peut-être que ces personnes-là, ils vont me confronter sur mes pensées, puis tu sais, ils vont me challenger. Fait que des fois, de fait du diversifier aussi ces contacts, je pense que ça peut juste aider dans cette situation-là, puis ça peut juste prévenir aussi que, ben, une situation comme les chambres d'écho, que tu peux pas t'en sortir au final. Là. Exactement. Mm. Exactement. Puis être confronté à des personnes qui pensent pas pareil comme toi, ça te force à Ça te force à réfléchir. réfléchir, puis à voir, peut-être finalement, j'avais peut-être tort. Exactement. Puis ça, c'est pas quelque chose que tu vas faire en ligne, parce que quelque chose que tu peux faire en ligne quand tu vois quelque chose qui est contre ton idéologie. Cliquez sur fermer. Exactement. Donc, tu fermes ou Tellement. tu slides, puis ou genre, tu Prochaine fermes ton vidéo. application, puis tu passes à autre chose. Puis c'est quelque chose que tu peux pas faire dans la vraie vie. Fait que je pense qu'une belle façon de contrer les chambres d'écho, ça serait d'être plus, ben, pas toi sociable, mais quand tu sais que quelqu'un que tu connais, parce que là, on parle d'être dans une chambre d'écho, mais quand tu vois que quelqu'un dans ta famille, quelqu'un dans tes amis est en train de tomber dans quelque chose, resserrer les rangs. Tu sais, je pense que c'est important de comme pas laisser cette personne-là être tout seul dans cette expérience-là, même si ça va être facile, hein, parce que la personne va s'isoler surtout, va être plus en ligne, va être moins sociale, va moins sortir, mais pas laisser cette personne-là de côté. Puis, tu sais, pas non plus avoir peur de la confrontation, parce que des fois, c'est ça, les gens, ils vont dire, ben, tu sais, ça sert à quoi que j'essaie de le faire changer d'idée, là, ça me tente pas de m'estiner. Mais au final, oui, là, ça vaut la peine. Mais tu sais. ça revient au côté de l'aspect confortable un peu des chambres d'écho. Exactement. Exact. Vraiment. Eh ben, c'était vraiment super intéressant, les filles, comme sujet qui est super pertinent aussi, là, puis nécessaire, je dirais, surtout pour notre génération, tu sais, parce que c'est pas tout le monde, ben, un peu comme dans toutes les générations, c'est pas tout le monde qui s'informe beaucoup, mais tu sais, je pense que ça va pouvoir peut-être ouvrir les yeux à certaines personnes. C'est une petite ouverture aussi, l'éducation des jeunes avec les médias, Tellement. l'utilisation des réseaux sociaux. Moi, je pense que ça serait quelque chose qu'on devrait vraiment, tu sais, en parlant en devrait société, puis pousser. travailler là-dessus parce que ça peut devenir dangereux, puis on n'en parle pas assez. Les jeunes, ils ont accès à tout sur leur téléphone, le World Wide Web, comme on disait tantôt, là, au complet, puis on n'a aucune loi, vraiment aucune gestion de ça. Tu sais, en ce moment, genre, on bannit les téléphones à l'école, mais ça fait juste... Tu sais, ça Au va lieu de pas- l'encadrer, c'est comme... Exactement. Tu peux faire ce que On tu fait veux, juste mais chez pousser vous. à la maison, Ouais. tu peux tout faire. À l'école, tu peux pas. Mais je pense que je suis vraiment d'accord avec ce que tu veux dire. Il faudrait faire à ce que tu veux dire, à ce que tu dis. Je pense que comme il faudrait vraiment pousser sur l'éducation sur les réseaux sociaux, l'éducation L'éducation en numérique. ligne. Tu sais, l'éducation parce que tu sais, quand tu regardes, encore une fois, je ramène à ma famille parce que c'est quand même des bons exemples. Je les aime beaucoup, mais c'est quand même des bons exemples. Tu sais, mes petits cousins qui ont eu des téléphones dans leur mère à partir de 5 ans, là, Ouais. c'est pas de même qu'on devrait faire, puis c'est pas de même que ça fonctionne parce que dès que tu apprends à lire, tu vois tout. Tout C'est là tout que leur est esprit accessible. est le plus facile
à contrôler un peu. Puis, autant qu'il faut comme enseigner tout ce qui est sécurité en ligne. T'sais, on parle beaucoup des personnes âgées, hein, parce que c'est comme l'exemple facile. Autant qu'il faut l'enseigner aux personnes âgées, autant que je pense qu'il faut l'enseigner aux jeunes, mais aussi aux gens de notre âge, aux gens un petit peu plus âgés, à toutes les générations. Je pense que tout le monde devrait avoir un petit recap, un petit résumé de quoi faire en ligne, parce qu'on va être en ligne, on peut pas se mentir, on va pas tout fermer nos téléphones en même temps. Non, ça arrivera jamais. Impossible. Fait qu'il vaut mieux s'éduquer puis en apprendre plus sur comment se protéger. Tout à fait, je suis 100% d'accord. Ben, merci beaucoup de vous être rejoints à nous pour un deuxième épisode de cette 6e saison d'A priori. On est sur les ondes de Chiz 94.3. À très bientôt. Bye bye.